ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange, l'importance du une chose après l'autre en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un épisode complètement spontané. Normalement, il va être assez court, mais c'est un épisode qui m'est inspiré par les personnes qu'on accompagne au quotidien dans le club des investisseurs sereins. Parce que on se rend compte un petit peu en accompagnant des gens, parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 2 ans. Donc tout doucement, on découvre un petit peu les erreurs, les mécanismes que les gens ont naturellement. Et j'avais envie de vous faire profiter un petit peu de ce moment de coaching intense que j'ai l'impression qui est important à prendre en compte quand on investit en immobilier. Je vous explique la situation typique comme elle arrive très régulièrement. La personne est motivée à investir en immobilier, elle va suivre, on va dire, notre plan de formation, elle va poser ses objectifs, commencer à s'intéresser à la fiscalité. Dans l'ensemble, au démarrage, les gens arrivent à suivre un certain ordre. Une fois que, on va dire que ces objectifs sont posés, même si là, on va dire, entre guillemets, on les drive en leur disant, commencez pas tout de suite à chercher votre bonne affaire, d'abord on pose ses objectifs. Et quand ils commencent à chercher leur bonne affaire, j'entends, oui, mais du coup, alors j'ai appelé mon banquier, et puis du coup il m'a dit que en fait c'était pas une bonne idée d'investir en locatif, mais du coup il m'a plutôt conseillé d'investir, je sais pas quoi, dans tel truc parce que c'était mieux, nanana. Du coup je sais pas quoi faire. Mais en fait les gars, les amis, les je sais pas quoi, mais n'importe qui là, ceux qui m'écoutaient. En fait en immobilier, il faut pas mélanger les étapes. On peut pas mélanger les étapes en fait. L'immobilier c'est comme si, je sais pas moi, vous faisiez un gâteau et puis en fait il y a des étapes à suivre et puis tu suis les étapes en fait. Tu commences pas à faire l'étape suivante si c'est pas écrit dans le plan. Tu fais étape par étape. Toi c'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que tu fais étape par étape ? Parce que tu dois rester concentré sur ton étape. Celui qui pense déjà à toutes les étapes, en fait il va pas être concentré sur l'étape actuelle dans laquelle il se trouve. L'exemple par exemple qui me vient en tête c'est, par exemple, tu dois ranger toute une maison en entier. Ok, t'as une grande maison à ranger. T'as plein de pièces à traiter. Ok ? En fait, au lieu de psychoter et de commencer à ranger dans une pièce en pensant à l'autre pièce, puis du coup, tu vas faire quand même un petit aller-retour dans l'autre pièce et puis revenir à la pièce, mais en fait, non. Tu fais pièce par pièce. Tu seras beaucoup plus efficace. Et là, c'est pareil. Tu vois, en gros, l'immobilier, tu fais étape par étape. Parce que si tu commences à psychoter sur les étapes, en fait, tu psychotes, tu te mets à paniquer, tu te dis « Oulala, mais non, mais il y a tellement de choses à faire, et puis de toute façon, ça sert à rien que je commence à chercher un bien parce que mon banquier, il voudra pas me suivre. » Et puis, en fait, non, les amis. On fait les choses étape par étape. Pareil, il y a des gens, ils sont trop mignons. À l'instant même où ils font une offre, donc t'es juste au stade de l'offre, hein, donc concrètement, t'as pas le bien encore. Hein. Oui, mais alors du coup, en fiscalité, comment est-ce qu'il faut que je déclare sur mes impôts ? Mais attends, là, on n'en est pas là. En fait, on fait étape par étape. D'abord, tu signes ton bien chez le notaire. Alors, évidemment, par rapport à la fiscalité, donc, je vais quand même vous expliquer un petit peu les étapes que nous, on met en place, hein, parce qu'on peut pas non plus faire n'importe quel ordre les étapes. Il y a un ordre dans les étapes. Il faut respecter l'ordre. Donc, je vais vous récapituler rapidement l'ordre, mais prenez ce soin de respecter l'ordre des choses. Donc, je vous explique l'ordre dans les grandes lignes. La première étape, et c'est la première affaire. Je veux dire, ne commencez même pas à chercher des annonces. Je ne veux pas entendre parler d'annonces immobilières tant que vous n'avez pas fait cette première étape. La première étape, c'est de se fixer ses objectifs d'investissement. Pourquoi est-ce que je veux investir ? Quelle est ma vision à 10 ans ? Quelle est ma vision à 5 ans ? Quelle est ma vision à 1 an ? Quels sont mes objectifs de vie ? Pourquoi est-ce que j'investis ? Donc tout ça, vous pouvez suivre notamment lors du cahier de vacances. J'ai préparé toutes ces étapes et vous suivez ces étapes. Donc le cahier de vacances, c'était les 7 épisodes qui étaient sortis en juillet et en août, numérotés de 1 à 7. N'hésitez pas à aller les reconsulter si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Donc vous faites l'étape de poser les objectifs. La deuxième étape, c'est de se poser sur sa fiscalité et de commencer à la comprendre. C'est important, la fiscalité, parce que
c'est pas en dernière minute, après avoir signé un compromis, qu'on commence à se renseigner sur la fiscalité. Parce que là, tu vas être en panique générale. Donc, tu fais ça en avance. Tu te poses sur la fiscalité, tu comprends les grandes lignes et tu actes par rapport à ton projet et tes objectifs quelle est la fiscalité la plus intéressante. Ensuite, l'étape suivante, tu poses de façon précise les objectifs de ton investissement. Donc, c'est un peu lié à la fiscalité. C'est-à-dire que tu vas évaluer la fourchette de budget que tu peux emprunter en utilisant des calculs. Éventuellement, si jamais tu as un dossier vraiment compliqué, tu peux aller voir un banquier. Mais bon, si tu as un dossier simple, en mode tu as déjà une RP ou pas, et tu as un CDI ou tu es entrepreneur depuis 5 ans avec un chiffre d'affaires stable, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller voir la banque pour lui demander combien tu peux emprunter. Ça s'appelle faire des calculs de taux d'endettement. C'est pas hyper compliqué. Donc, tu fais tes calculs et une fois que tu as ta fourchette de budget, tu définis tes 3 localisations. Normalement, si vous suivez le podcast, vous savez de quoi je parle. Tu définis tes 3 localisations. Tu définis le type de bien, le type de projet qui t'intéresse. Tu définis notamment aussi le ratio acquisition vs travaux. Est-ce que tu veux faire une acquisition 50% acquisition, 50% travaux, ou est-ce que tu veux plutôt un bien sans travaux ou un bien avec beaucoup de travaux, etc. Donc tu poses vraiment bien les choses. Et à ce moment-là, pour l'instant, tu n'as toujours pas commencé à faire des recherches sur le bon coin. Ok ? Tu n'en es pas encore à ce stade-là. Là, tu poses les choses. Tu mets en place ton fichier de suivi. Donc là, concrètement, là, ce que j'ai dit, en gros, là, c'est vous suivez de 1 à 7 les étapes du cahier de vacances que j'ai fait sur le mois de juillet et d'août. Ensuite, une fois que tu as fait ces 7 étapes, tu commences à passer à la recherche de la bonne affaire. Mais là, tu as déjà fixé ton budget. Tu l'as fixé, ok ? Tu t'es déjà dit, je peux emprunter entre, j'en sais rien, par exemple, entre 200 000 et 250 000. Donc, tu as déjà mis ton budget. Donc, quand tu attaques la bonne affaire, tu sais quelle est ta fourchette de budget quand tu recherches ton bien sur les sites d'annonces. Donc, tu n'as pas besoin d'appeler ton banquier. Non, on n'appelle pas son banquier à ce moment-là. On reste concentré sur sa bonne affaire. Une fois que tu as trouvé plusieurs bonnes affaires, peu importe, tu cherches, tu fais des offres. Tant qu'il n'y a pas d'offre qui a été acceptée, on n'appelle pas son notaire. On ne commence pas non plus à appeler son banquier. Tant qu'il n'y a pas d'offre et de compromis signé, on ne fait rien. Ok ? On attend et on négocie et on est concentré sur les négociations, d'optimiser évidemment le compromis pour qu'il y ait les bonnes clauses à l'intérieur. En gros, vous êtes en discussion et c'est seulement une fois que le compromis est effectivement signé, ok, et pas avant, que vous passez en mode recherche de prêt bancaire. Il faut vraiment comprendre que l'immobilier, c'est étape par étape. Et quand tu cherches ton prêt bancaire, alors tu as peut-être des étapes un peu, il y a des étapes quand même qui chevauchent. Par exemple, les devis, tu peux commencer à avoir fait des devis d'artisans avant de signer ton compromis et continuer après la signature du compromis pour affiner tes recherches, pour démarrer rapidement les travaux quand tu auras effectivement signé chez le notaire. Donc ça, tu peux le faire un petit peu en parallèle. Mais les grandes étapes, elles sont vraiment étape par étape. Donc là, tu es dans l'étape que tu as ton compromis en main, tu démarches les banques. Et là, tant que tu n'as pas de prêt. Donc toute ton énergie, elle est concentrée sur obtenir le prêt. Tu commences pas à réfléchir, machin, à la fiscalité, mais du coup, comment est-ce que je dois déclarer mes loyers ? Non. Là, ton énergie, elle est uniquement focus sur obtenir le prêt. En fait, c'est séquentiel, en fait, un investissement immobilier. Et seulement une fois que tu as obtenu ton prêt, quand je dis ça, ça veut dire que tu as obtenu ton papier officiel de proposition de prêt, que tu as attendu ton délai, que tu as accepté, que bref, que les choses, elles sont scellées. Et bien, c'est à ce moment-là, en gros, que tu peux commencer à engranger des coûts sur ton projet. Typiquement, peut-être payer l'architecte pour faire le dépôt aux architectes du bâtiment de France, si jamais tu dois faire un dossier qui doit être accepté par la mairie, etc. Ok, en fait, on est séquentiel, on fait les choses étape par étape. On fait pas les choses un peu tout en même temps et au final, on fait rien. Et puis des fois, il y a des gens, ils me disent « Oui, mais du coup, le bail, c'est quoi le modèle de bail ?» Mais je fais « Mais attends, t'as pas fait tes travaux encore. Tu fais tes travaux. Donc après, tu gères tes travaux, si t'en as, tu les termines. Une fois que t'as terminé tes travaux, là, tu fais des belles photos. Hein, commence pas à faire des visites alors que t'es en plein chantier, ça va pas du tout optimiser tes loyers. Ok, tu fais t'as pas besoin de te stresser en te disant bah oui mais du coup j'aurai pas de locataire. Alors à la limite si genre vraiment il y a une rentrée et que t'es juste à côté d'une université qui démarre on va dire le 15 septembre et que toi t'as investi et que tes travaux ils terminent le 1er septembre, bon franchement entre le 1er et le 15 septembre tu trouveras encore des locataires, mais tu peux éventuellement avoir un appartement témoin si jamais t'as un immeuble pour faire des visites et dire que les autres appartements vont être pareils, mais ne commence pas par stress de pas trouver de locataire. Faire des visites pendant les travaux, pendant le chantier,
pour avoir un locataire dans 3 mois. Non, pareil, étape par étape. Tu fais tes travaux, faut que tu aies des belles photos, et là tu fais tes visites, parce que comme ça tu auras un meilleur loyer. Ok, parce que moi personnellement, en tant que locataire, j'ai pas envie de faire des visites d'un bien qui est en chantier, en travaux, et qu'on me dit que les travaux sont terminés dans 3 mois, tu vois. C'est pas sexy, ça me donne pas envie de payer un gros loyer pour ça, tu vois. Non. Donc, tu fais les choses étape par étape, et une fois que tu as trouvé ton locataire, là, tu peux tes papiers, tu signes le bail, et à partir du moment où le bail il est signé, en réalité, c'est que à ce moment-là, en tout cas si tu es en LMNP, que tu dois déclarer ton activité. Ok ? En fait, c'est vraiment, les choses, elles sont étape par étape, et il n'y a pas besoin de mélanger toutes les étapes. En fait, c'est un petit peu comme un parcours quand tu veux gravir une montagne. Ok, tu vas traverser la forêt, ensuite tu vas traverser l'étang, l'étang ou je sais pas, la rivière, ensuite tu vas gravir les premiers rochers et à la fin tu vas terminer par une escalade. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, en amont du projet, avant de partir, c'est là qu'on fait en fait toute la partie préparation de son investissement. Là, on creuse sur la fiscalité, on réfléchit à sa stratégie, etc. Donc à ce moment-là, je considère qu'on est dans une phase de préparation, on va dire un peu stratégique. Donc là, oui, on pense un petit peu à différentes choses. Vous pouvez suivre, comme je le redis, dans le cahier de vacances, des épisodes 1 à 7. Mais une fois que vous avez fait ça, et que vous partez avec votre sac à dos en mode « je cherche la bonne affaire », on ne remet pas en question toutes les 2 minutes son budget et machin. Non, le budget, tu l'as déjà défini, donc t'appelles pas ton banquier alors que tu es en train de chercher ta bonne affaire. C'est chaque chose en son temps. Voilà, c'était juste le petit épisode où j'avais envie de vous secouer un petit peu les lauriers en essayant d'être méthodique et de faire attention à votre esprit. Parce que si votre esprit, il veut partir dans tous les sens, tu vois, typiquement, il y a des gens, mais ils sont tellement mignons. Déjà, ils ont juste fait une offre, ils appellent déjà le banquier. Mais je vais dire, mais t'as une offre, t'as fait une offre. Je veux dire, t'appelles pas un banquier parce que t'as fait une offre. Tu vas juste l'embêter. Ok, t'appelles ton banquier quand t'as signé ton compromis, pas avant. Sauf si vraiment t'es un investisseur aguerri, j'en sais rien, il y a peut-être des cas de figure exceptionnels où vous pouvez me dire que oui, il faudrait peut-être le faire. Mais en l'occurrence, dans 99% des cas, tu te concentres sur ta bonne affaire. Quand t'as ta bonne affaire, tu passes au banquier. Une fois que t'as ton prêt bancaire, tu engranges des coûts sur tes travaux. Une fois que t'as fini tes travaux, tu commences à chercher des locataires. Et une fois que t'as tes locataires, tu signes ton bail. Et après, éventuellement, tu réfléchis, à mettre sous gestion locative. Et tu gères aussi tes déclarations fiscales. Mais voilà, c'est dans un ordre précis. Alors, je veux quand même mettre un tout petit point. Évidemment, si tu fais une SCI, c'est lors de la préparation en amont, quand tu as réfléchi à ta fiscalité, que tu y as réfléchi. Et comme ça, au moment où tu signes le compromis, le notaire, il sait qu'il doit créer la SCI avant la signature chez le notaire. Ça, le notaire, il sait faire. Et en effet, c'est pas au moment du compromis qu'on commence à s'inquiéter pour sa fiscalité parce que sinon, c'est trop de stress. Ok ? Il faut l'avoir fait un peu en amont. Voilà pour les étapes. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être coaché, parce que vous partez dans tous les sens. Sachez que nous, Cyril et Dorine, on accompagne des investisseurs motivés à rejoindre notre programme d'accompagnement qu'on appelle le Club des investisseurs sereins. Ça consiste vraiment à la fois d'avoir une plateforme de formation qui vous détaille étape par étape le chemin à suivre, sans brûler les étapes, en vraiment restant concentré étape par étape, et on vous accompagne également avec des coachings collectifs et des coachings individuels pour réussir justement à faire de votre investissement une réussite et de mettre toutes les chances de votre côté pour pas que vous soyez dans votre coin. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas, renseignez-vous, cliquez sur le lien juste en dessous dans la description pour avoir le détail de nos accompagnements. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.